Bonjour et bienvenue. La formation de l'entreprise, on sait ce que c'est, n'est-ce pas? Souvent, c'est vu comme une dépense, une ligne sur un budget, et on se demande à la fin à quoi ça a vraiment servi. Et si on retournait complètement la situation? Si on arrêtait de voir ça comme un coût pour en faire un vrai investissement stratégique? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. La méthode pour que chaque euro investi en formation rapporte concrètement sur le terrain. Alors, pour y arriver, on va suivre une feuille de route, un parcours en plusieurs temps. On va commencer par mettre le doigt sur ce qui coince, ce qu'on peut appeler le piège de la formation, et je suis sûr que ça va parler à beaucoup de monde. Puis, pas à pas, on va dérouler la solution. Comment on identifie les vrais besoins, comment on pose le bon diagnostic, jusqu'à avoir un plan d'action en béton. Promis, à la fin de cette analyse, on ne regardera plus jamais la formation de la même manière. Allez, on attaque direct dans le dur. Le fameux piège de la formation. C'est un classique, malheureusement. On a tous connu ça ou entendu parler de ça. L'entreprise met le paquet sur une super formation, c'est cher, ça prend du temps. Et 6 mois après, on fait le bilan et pouf, rien. Ou si peu. Franchement, rien n'a bougé sur le terrain. C'est frustrant, non? La grande question c'est, mais pourquoi ça rate si souvent? Eh bien, cette citation, elle tape en plein dans le mille. Le problème, c'est qu'on lance des formations à la va-vite. C'est souvent une réaction à chaud, une intuition, ou juste pour faire plaisir à un manager qui insiste. On ne prend pas le temps de poser un vrai diagnostic. Et le résultat, eh bien, c'est la recette du désastre. C'est littéralement jeter de l'argent par les fenêtres. Clairement. Voilà, le cœur du problème, il est là. La formation devient une sorte de sparadrap sur une jambe de bois. On voit un symptôme, n'importe quoi, les ventes qui baissent, le nombre d'accidents qui grimpe, et hop, réflexe pavlovien, on lance une formation. Mais on ne cherche jamais à comprendre la cause profonde, la racine du mal. Du coup, sans surprise, on gaspille du temps, de l'argent, et le problème, lui, il est toujours là. Bon, ok, on a compris le problème. Maintenant, comment on fait pour ne pas tomber dans ce piège? La toute première étape, la clé de tout, c'est le recueil des besoins. Et attention, ce n'est pas juste un formulaire à remplir. Non, il faut voir ça comme une vraie enquête, un travail de détective. La règle d'or, c'est simple. Ne jamais prendre une demande de formation au premier degré. Il faut toujours creuser plus loin. Recueillir les besoins, ça veut dire quoi concrètement? Surtout, ça ne veut pas dire poser la question, alors, de quelle formation avez-vous besoin? Non, la vraie question à se poser, c'est où se situe le vrai problème de performance? Il faut bien faire la différence entre la demande, ce que le manager pense vouloir, qui est souvent une solution toute prête, et le besoin réel, qui est un écart, un manque de compétences qu'il faut d'abord identifier. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple, un cas d'étude. Imaginez, chez Agro-Algérie, on constate une hausse des accidents du travail. Le réflexe du directeur, c'est quoi? C'est de dire « Vite, une formation sécurité pour tout le monde ». Classique. Mais est-ce que c'est la bonne chose à faire? Si on était à la place de l'ingénieur de formation, comment on s'y prendrait pour trouver la vraie solution? Eh bien, la solution, elle n'est pas dans les opinions, mais dans les faits, dans les données. Au lieu de se précipiter sur une formation sécurité hyper générale, le bon réflexe, c'est de se plonger dans les rapports d'accidents des derniers mois. Et là, on cherche. Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent tout le temps? Peut-être que c'est toujours sur le même poste de travail, toujours à la même heure, ou avec la même machine. C'est cette analyse factuelle qui va nous permettre de dire « Ah, le problème, il est là ». Et seulement là, on pourra concevoir une formation ultra ciblée qui, elle, aura un impact. Ok, étape 1, on a rassemblé les preuves. Comme un bon détective. Maintenant, on passe à l'étape 2, l'analyse. C'est le moment de mettre la casquette du médecin. On a les symptômes, les faits. Il faut maintenant poser le bon diagnostic pour trouver la cause, la maladie profonde. Cette phase d'analyse, elle se résume à une question toute simple mais cruciale. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas comme ça devrait? Et là, attention, piège. La réponse n'est pas forcément parce qu'ils ne sont pas formés. Le problème peut venir de plein d'autres choses. Des procédures qui n'ont aucun sens, du matériel qui n'est pas adapté, un manque de motivation générale. La formation, ce n'est le bon remède que si et seulement si la maladie est un vrai manque de savoir-faire. C'est hyper important de comprendre ça. Allez, un autre cas d'école très parlant. Une cimenterie à Oran. Le taux d'absentéisme est en train d'exploser. Réaction du manager? C'est la faute des chefs d'équipe. Ils ne savent pas gérer leurs gars. Il faut leur faire une formation management. On l'a tous entendu celle-là. Mais est-ce qu'on a bien analysé la situation? Mais non. Le bon diagnostic, ce n'est pas de chercher un coupable, mais de regarder le système dans son ensemble. Les sources sont claires là-dessus, surtout dans le secteur industriel. L'absentéisme, c'est très souvent le signal d'alarme de problèmes bien plus profonds. Des plannings de folie, une charge de travail inhumaine, des process qui ne tiennent pas la route. Dans ce contexte, on peut former les managers autant qu'on veut, ça ne changera absolument rien. C'est l'organisation du travail qu'il faut revoir de fond en comble. Parfait. On a enquêté, on a posé le bon diagnostic, on sait que le problème est bien un manque de compétences. On passe donc à l'étape 3, définir des objectifs clairs. C'est la base. Si on ne sait pas où on veut aller, on a peu de chances d'y arriver, non? Eh bien pour la formation, c'est pareil. Pas d'objectif précis?
Alors, pas de formation pertinente, et surtout, impossible de savoir si ça a marché. Et regardez ce tableau, c'est hyper parlant. D'un côté, on a l'objectif typique, bien vague, comprendre l'importance de l'environnement. Bon, comment on évalue ça? Comment on sait si quelqu'un a compris l'importance? C'est impossible à mesurer. Et de l'autre côté, un objectif SMART, comme on dit, être capable d'appliquer les 7 procédures spécifiques de tri. Là, c'est du concret, c'est précis, c'est mesurable. Soit la personne applique les 7 procédures, soit elle ne les applique pas. On peut l'observer directement sur le chantier. Voilà, le point essentiel, il est là. On doit passer du savoir au savoir-faire. Le but d'une formation, ce n'est pas de remplir des têtes, c'est de changer des comportements. La seule question qui vaille, c'est, après la formation, qu'est-ce que le collaborateur sera capable de faire de plus ou de mieux? L'objectif, ça doit toujours être un verbe d'action, un comportement qu'on peut voir et évaluer sur le terrain. Ok, on a nos objectifs. On arrive maintenant à la 4e étape, la dernière de la phase de préparation, le cahier des charges. C'est le moment de mettre tout ça noir sur blanc, de tout formaliser. Si jusqu'ici on était dans la conception, le cahier des charges, c'est le plan de l'architecte. C'est le document de référence, le blueprint, avant de lancer le chantier de la formation. Un dernier petit cas pratique pour bien comprendre. Une grande banque algérienne doit former 500 personnes à un tout nouveau logiciel. C'est un projet énorme, avec de gros enjeux. Selon vous, quel est l'élément le plus important à préciser dans le cahier des charges qu'on va envoyer aux prestataires de formation? L'erreur à ne surtout pas commettre, c'est le one size fits all, la formation unique pour tout le monde. Pensez-y, un conseiller en agence, quelqu'un qui travaille au back-office et un directeur. Ils n'utilisent pas le logiciel de la même façon, pas du tout. L'élément essentiel, c'est donc de détailler dans le cahier des charges des objectifs d'apprentissage spécifiques pour chaque profil de poste. C'est la seule et unique manière pour que chaque participant se dise « Ah oui, ça me concerne, ça va m'aider dans mon travail de tous les jours ». Et ça, c'est la clé pour que les gens adoptent le nouvel outil. Et voilà la structure d'un bon cahier des charges. On voit bien que ce n'est pas juste un petit mail pour demander un prix. Non, c'est un vrai document stratégique. On y met le contexte, les enjeux pour l'entreprise. On décrit précisément qui sont les participants. On liste nos fameux objectifs de performance mesurables. Et on peut même aller jusqu'à suggérer des méthodes pédagogiques, comme des jeux de rôle ou des simulations. Bref, c'est l'outil qui garantit que l'organisme de formation va répondre précisément à notre besoin et pas nous vendre une formation standard sur catalogue. Quand on suit ces 4 étapes, on joue plus dans la même cour. On change complètement de perspective. La formation, ce n'est plus juste une ligne dans le budget, une obligation légale, une dépense qu'on subit. Non, ça devient ce que ça aurait toujours dû être. Un véritable investissement stratégique sur l'actif le plus important de l'entreprise, ses collaborateurs. Donc, si on récapitule, le chemin est super logique. D'abord, on enquête pour avoir des faits. Ensuite, on diagnostique pour trouver la vraie cause. Après, on cible avec des objectifs ultra précis. Et enfin, on planifie l'action avec un cahier des charges en béton. Enquêter, diagnostiquer, cibler, planifier. C'est tout. Et un dernier point super important, il faut arrêter de se focaliser sur les mauvais indicateurs. Avoir 98% de satisfaction sur les questionnaires à la fin de la formation, c'est bien, ça fait plaisir, mais honnêtement, ça ne veut rien dire sur l'efficacité. Le vrai test, le seul qui compte, c'est 3 mois après, sur le terrain. Est-ce que les gens travaillent différemment? Est-ce que les chiffres de l'entreprise ont bougé? Le vrai retour sur investissement, il se mesure là et nulle part ailleurs. Ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que l'ingénierie de formation, ce n'est pas de la bureaucratie inutile. C'est la méthode qui fait passer la formation du statut de dépense hasardeuse à celui d'investissement prévisible. On arrête de lancer des formations en croisant les doigts pour que ça marche. On investit intelligemment, de manière ciblée, pour avoir un impact qu'on peut mesurer. Alors pour finir, je laisse une question en suspens. La prochaine fois qu'un besoin de formation se présentera, quelle voie sera choisie ? Celle de la facilité, la réaction à chaud, qui est souvent une dépense pour rien, ou bien la voie de la méthode, de la rigueur, qui transforme cette dépense en un investissement mesurable. Tout l'impact se joue sur ce choix. Merci de votre attention.